Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left to be. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 8 mars 2024. Comment allez-vous ce matin ? Bien, je l'espère, dans tous les cas. Très heureuse de vous retrouver ce vendredi pour le dernier numéro de la semaine de votre matinale Kénkeliba. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme et en plateau, deux invités nous accompagneront. Invités au féminin, bien sûr, dans un petit moment, c'est Alioune Badara Khan qui vous présentera les profils de nos invités de ce numéro. Et puis, vous le savez, le chroniqueur de ce vendredi, ce sera la sociétale avec, bien sûr, Ibou, qui reviendra sur des sujets qui vous intéresseront forcément. Nous attendons vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Ce magazine, c'est aussi le bulletin météo à retrouver dans un petit moment, la gym avec le coach Tandara, le bulletin d'info avant 7h30 et encore une fois vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales. Je voudrais ce matin et tout de suite souhaiter une excellente célébration à toutes les femmes du monde entier, à celles du Sénégal, à celles qui nous choisissent ce matin. Restez avec nous jusqu'à 8h, c'est parti pour 90 minutes. Dans un petit moment, l'équipe me rejoint en plateau. En attendant, je vous invite à suivre les prévisions du jour. Voici le bulletin météo. À tout de suite. Alors, chers amis téléspectateurs de Kénkeliba, bonjour. Nous débutons ce bulletin météo par cet avis de houle dangereuse qui s'intitule comme suite « Houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre 3 mètres sur tout le littoral à partir du vendredi 8 mars 2024 à 18h au dimanche 10 mars 2024 à 23h. » Donc, vigilance pour les usagers de la mer car ce phénomène de houle dangereuse pourrait perturber la navigation maritime. Pour le reste de l'actualité météorologique, l'animation satellitale nous montre des passages nuages en provenance de la mer qui vont intéresser tout le ciel sénégalais. Et ces vents donc de secteur nord, nous provenant des zones tempérées, ces vents assez frais qui vont intéresser l'intérieur du pays, surtout les localités proches du littoral, c'est-à-dire l'axe Saint-Louis, Dakar, à l'envers Ziguinchor, et une légère couche de poussière aussi intéressera la partie nord et un peu certaines localités du littoral. Pour les prévisions de ce vendredi, comme vous pouvez le voir, c'est un ciel passagèrement nuageux qui va intéresser l'ensemble du pays et avec une bonne présence du roi soleil, ce qui présage même d'une sensation de chaleur à l'intérieur des terres, avec des valeurs de 41 degrés attendus à Matam, Bakel, 41 degrés attendus à Kaffrine, Tamba, Kédougou, 40 degrés attendus à Kolda. Sur les autres localités du pays, la chaleur sera aussi au rendez-vous avec 39 degrés attendus à Podor, Linguère, Diourbel, 39 degrés attendus à Fatick, 38 à Kaolack et à Sédhiou, 36 degrés attendus à Ziguinchor, 36 attendus aussi à Louga, 33 attendus à Thiès et à Hambourg, 30 à Saint-Louis et Dakar gardera une valeur assez clémente de 25 degrés. En résumé, chers téléspectateurs, cet avis de houle dangereuse qui va débuter le vendredi, demain vendredi à 18h, qui va débuter ce vendredi à 18h et qui va prendre fin le dimanche à 23h. Une houle dangereuse donc de secteur nord-ouest qui peut atteindre 3 mètres sur tout le littoral. Ainsi va l'actualité météorologique. Excellente journée à vous. Bon début de journée en compagnie de l'équipe Kénkeliba. Voici maintenant la capsule du coach Tandara qui était en plateau avec nous hier, la gym. On vous invite bien évidemment à reprendre ces exercices chez vous tout au long de ce week-end. Vous le savez, une pratique régulière d'activité physique, c'est bon pour se maintenir en bonne santé et en bonne forme. On se retrouve dans un petit moment en plateau pour la suite. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est la journée de la femme. Alors, je le disais l'autre jour, les femmes de la RTS. Alors, le rendez-vous ce matin là-bas du côté de l'Arsenal. Alors, ce sera une grande fête des femmes de la RTS à l'instar des femmes du monde.
Alors, je vous souhaite une joyeuse fête de la femme avec tout le groupe. Alors, salut François Sec, encore une fois, salut à tout le groupe, avec Marie-Jo Faye, avec également Kouraniaï. Nous saluons en tout cas tout le groupe Rokaya Silla et les autres. Merci à vous tous et très bonne fête de la femme. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, le challenge de ce vendredi, nous allons justement, eh bien, nous allons parler, eh bien, de Bossu, le Bossu Ball, et avec ce Bossu Ball, ce sera un renforcement de deux membres, membre supérieur et membre inférieur. Alors, qui dit ces deux membres parle de bras et de jambes. Alors, qui c'est qui va nous faire cet exo avec le coach Bou? Nous allons justement nous régaler. Alors, coach Bou, d'abord, c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, dernière capsule de la semaine, on est là ce vendredi. On va présenter notre challenge comme l'a si annoncé coach Tandaka. On va parler du travail avec le Bossu Ball, toujours le ballon qui est le demi-cercle plutôt même qu'on va utiliser avec une charge, mais on va travailler les jambes et en même temps les membres supérieurs tels que les deltoïdes avec des mouvements complets tels que le gobelet squat. Aujourd'hui, comme on parle de challenge, on va vous les proposer avec juste la justesse des mouvements qu'on va proposer et vous dire aussi de pouvoir essayer de le faire à la maison si vous en avez l'occasion ou bien dans les salles si vous êtes vraiment bien entraîné pour une précision. Si vous n'êtes pas, ou bien si vous n'avez pas assez de force ou bien assez de forme physique, ne laissez pas, c'est juste pour mesure de prévention. On vous dit, vous les athlètes, vous les confirmez, c'est des exercices qui sont bons pour vous et travaillez votre stabilité. On se donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations. Alors ça, c'est le challenge du vendredi. Il n'est pas là. Le coach Chermbake, en tout cas, qui nous était venu de Diourbel et certainement qui est sur la route pour préparer évidemment ce VSD du côté de Diourbel. Alors à lui, à toute sa famille, nous disons excellent VSD. Alors cela dit, mesdames et messieurs, regardez le spectacle que vous avez là et bien sur votre petit écran. Il s'agit bien sûr du renforcement musculaire, le haut et le bas du corps, mais surtout avec eh bien, le Bossu Ball. Regardez, c'est pas évident puisqu'il faut avoir eh bien, un certain équilibre sur cet engin. Alors ici, regardez, un plateau dynamique avec le coach Mansour et le coach Bou. Alors, voyez, mesdames et messieurs, qu'est-ce que cela veut dire ça? Alors, tout de suite, vous avez la réponse. Hein? Voilà, on va replacer la chaîne musculaire, les articulations. Elle est magnifique avec ce Bossu Ball, mesdames et messieurs. Assez ludique tout de même, ce travail-là. En tout cas, merci à vous tous, les coachs. Bravo. Encore une fois, et très bon VSD à cela. Comme vous l'avez toujours entendu, challenge, ça veut dire tout et ça veut beaucoup dire par rapport à ce que l'on peut proposer comme exercice, ce que l'on peut proposer comme complexité par rapport à l'exercice. Vous avez vu de l'instabilité qui est créée au niveau du bossu et en même temps du mouvement fonctionnel qui va évoluer vers le ciel avec le mouvement d'épaule jetée. C'était notre présentation d'aujourd'hui et on se dit très bon VSD à vous qui nous suivez. Merci à tout le monde. Voilà, c'est fini, encore une fois. Merci à tout le groupe tout au long de la semaine avec Cheikh Mbake, justement, qui habite Diourbel. Et donc, c'est le salon, la salle Nian Fitness de Diourbel. Alors, la salle Nian Fitness de Diourbel, à tous ceux-là qui fréquentent cette salle, eh bien, je vous dis encore une fois, vous avez notre salut fraternel. Et surtout que cette semaine, nous avons reçu eh bien, le coach Cheikh Mbake. Alors, le coach Cheikh Mbake, qui justement, avec cette salle-là, eh bien, c'est une longue histoire d'amour. En tout cas, merci à vous tous, merci à tout le groupe, encore une fois. Et certainement, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver très prochainement.
Merci coach Tandakha, 6h40. On retourne à Diourbel dans un petit moment, mais pour parler de jeux de dames avec le coach, bien évidemment. Bienvenue en plateau à l'équipe de ce vendredi matin. Messieurs, en face de mesdames. Bonjour Ibous, bonjour Alioune, et bonjour également à nos invités de ce vendredi matin. Comment allez-vous, messieurs? Super bien. Bien réveillés? Totalement. La phrase du jour, c'est? Peu importe ce qu'il en est, il faut aller vers la vie parce qu'elle est agréable. Et puis, elle est faite pour être vécue, peu importe également les dissensions. La priorité aux relations, la famille, un SMS, un message, les amis d'enfance surtout, les camarades de classe. Allez dans les tours, ne restez pas seuls, ne soyez pas isolés. Les autres, c'est la vie, vous êtes également la vie. Merci mon cher Ibou, c'est magnifique ça. Je vous en prie. Bonjour Alioune, bienvenue également sur le plateau. Ah bah c'est Ibou, hein, on l'a sur le plateau ce vendredi, donc on n'est pas surpris. Alors, qui sont ces dames qui nous accompagnent ce 8 mars? Alors, honneur aux dames à l'occasion du 8 mars, donc naturellement les invités seront des dames. Nous avons le plaisir d'en recevoir deux. Diatou Sonko qui est travailleuse sociale, mais elle est là en sa qualité de membre du collectif autorité parentale partagée. Hein. Même nous, les hommes, nous sommes représentés. Hein. Nous sommes bien représentés dans ce collectif. Alors, Sounuité, donc c'est notre affaire à nous tous. Et donc, avec ce collectif, il est question vraiment de faire du lobbying, de faire, disons, de la sensibilisation pour qu'on puisse revoir, hein, après tant d'années de fonctionnement, le fameux code de la famille du Sénégal. Parce que quand même, il y a des points à revoir, certaines dispositions pour que nos enfants, pour que les parents soient davantage épanouis dans notre société. Donc, on reviendra sur leurs principales attentes, sur les propositions que ce collectif-là est en train de faire, hein, de collecter ça et là, pour que l'autorité puisse véritablement agir, que le législateur puisse prendre cela en compte. Donc, on parlera de cela avec Madame Sonko. Et à sa suite, une autre grande dame, hein, avec qui on a pris rendez-vous depuis fort longtemps pour ce jour si spécial pour les dames, Axila. Elle vient sur ce plateau pour nous gratifier d'une belle chanson, une chanson donc à l'honneur de ses sœurs, donc de ces braves femmes du Sénégal, Axila. Donc, et puis ce sera l'occasion aussi pour revisiter son parcours et puis nous projeter sur voilà, son futur prochain, sur ses grandes ambitions, sur ses grands projets. Donc voilà les questions qui sont au menu des échanges avec ces deux grandes dames du jour, plus vous, ça fera trois grandes dames. Absolument. Donc, comme quoi nous sommes vraiment les hommes du Sénégal aujourd'hui, les plus jalousés. Hein, absolument. Les plus jalousés. Absolument. Voilà. Bienvenue sur le plateau de la matinale Quinqueliba. Comment allez-vous, mesdames? Merci Sarah. Moi je suis très honorée d'être présente sur ce plateau de Quinqueliba. Une matinale de qualité, une des meilleures matinales que je suis très souvent dès que l'occasion se présente. Merci je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent ainsi que tous les membres du collectif autorité parentale partagée Sounuité. On en parlait d'ailleurs lundi sur ce plateau, c'était un sujet que Ibou avait abordé. On revient sur tout ça dans un petit moment. Axila, comment ça va? Ça va très bien, ça ne peut pas aller mieux. En tout cas, je suis ravie d'être là et je suis honorée d'être en votre compagnie et surtout en cette très belle journée. Merci d'être avec nous également. Ibou, ton sujet dans ta chronique de ce matin. Mais dans la même dynamique de Mme Sonko, où on parlera du code de la famille, mais surtout un aspect très important, la fertilité humaine féminine. Parce que nous avons vu tout récemment un drame, une femme qui avait fait croire à son époux qu'elle était enceinte. Mais le premier mensonge, c'est elle-même d'abord. Elle n'était plus dans sa propre vie. Elle avait parallélisé sa vie pour une obligation, pour des contraintes sociales. Que doit-on faire? Doit-on continuer d'attendre? Comment on peut les accompagner pour anticiper tout cela? Donc, j'exposerai sur ce point pour des perspectives de solution, parce que chaque obstacle a comme symétrie la solution. Absolument. Et l'actualité, c'est également le démarrage de la campagne électorale. On en reparlera dans un petit moment. Bien sûr, le ramadan qui s'annonce aussi. Mais en attendant, je vous invite à retourner à Diourbel avec le coach Tandakha. Il nous invite cette fois-ci à une compétition. C'est des jeux de dames, justement. Le coach y a assisté pour nous. Diourbel était donc à l'honneur avec le grand tournoi de la Ligue régionale accompagné par le promoteur international Tamsir Bari. Reportage signé Jacob Ndir et Tandakha Ndiaye. Diourbel a vécu 5 jours durant des moments intenses de ces jeux de l'esprit. Encore une fois, le Don King du jeu de dames sénégalais a montré son sens de l'organisation. Tamsir Bari, pour ne pas le nommer, a encore séduit. Les Diourbellois sont très contents. Et l'objectif général,
c'est surtout cette motivation auprès de la population. Du côté de la Fédération sénégalaise des Jeux de dames, bonne appréciation. Oui, je remercie toujours la RTS encore une fois qui suit les Jeux de dames partout au Sénégal. Nous assistons aujourd'hui au 4e tournoi de M. Tamsir Bari parce que notre mission première, c'est d'organiser les Jeux de dames, d'animer les Jeux de dames, de promouvoir les Jeux de dames, de redynamiser les Jeux de dames. Le généreux donateur a offert du matériel technique ultramoderne aux Diourbellois, mais aussi une très belle enveloppe financière. Alors, en ce qui concerne ce tournoi, donc, il s'est déroulé selon le même format que les autres tournois. Donc, c'est-à-dire 4 joueurs de Dakar et 4 joueurs de la région de Diourbel. Mais en tour ronde. Hein, donc, on fait un tournoi en tour ronde. Et à l'issue de ce tournoi, donc, qui a été d'un très haut niveau, nous avons toujours le même vainqueur, Modou Seck. Mais il faut dire que cette fois-ci, ça n'a pas été très facile parce qu'il a été talonné de très près par un joueur comme Cheikh Lam, chevronné. Au chapitre des résultats techniques, Modou Seck, encore lui, a remporté la palme pour la 4e fois. Il est suivi de Ibrahima Gaye. La 3e place est allée à Cheikh Lam, Morsec qui se contente de la 4e place. Retour en plateau, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, il est 6h47 exactement et je partage avec vous ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu le code électoral, vu le décret numéro 20-2022 787 du 26 septembre 2022 relatif aux attributions du ministre de l'Intérieur, vu le décret numéro 2023-2005 du 11 octobre 2023 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la primature et les ministères, vu le décret numéro 2024-690 du 6 mars 2024, abrogeant le décret numéro 2023-339 du 16 février 2023 et fixant la date de la prochaine élection présidentielle, vu le décret numéro 2024-703 du 6 mars 2024 portant nomination du Premier ministre, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 60-2024 du 5 mars 2024, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 5E 2024 du 6 mars 2024 sur le rapport du ministre de l'Intérieur décrète, article 1er, en application des décisions du Conseil constitutionnel, notamment celle numéro 5E 2024, en son article 3 et son considérant 13, la campagne électorale débute le samedi 9 mars 2024 à 0 heure pour se terminer le vendredi 22 mars 2024 à minuit. Article 2, cette campagne va se dérouler conformément aux dispositions du Code électoral en matière de propagande électorale. Article 3, le ministre de l'Intérieur, ministre des Forces armées, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le ministre des Finances et du Budget, le président de la Commission électorale nationale autonome et le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel, fait à Dakar le 7 mars 2024 par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Voilà donc pour ce communiqué de la présidence de la République. Et donc, vous le savez, la campagne électorale démarre donc demain samedi, mais avant cela, il y a les enregistrements des déclarations des différents candidats. La RTS, la télévision nationale, sera bien évidemment au cœur de cet événement. Nos équipes vont également accompagner les différents candidats dans leur campagne en région, sur le terrain, et tout cela sera bien évidemment organisé par le CNRA. Selon donc les instructions du CNRA, il y aura 2 temps de passage sur les antennes de votre télévision nationale. Alors, la première partie à 18h40, la deuxième partie à 20h40. Et on va se conformer à tout cela pour les 19 candidats retenus pour cette présidentielle. Alioune Badara, commentaire.
Je crois que c'est un grand moment, voilà, très attendu par le peuple sénégalais, parce que le Sénégal est un modèle sur le plan démocratique et le Sénégal se doit de préserver ce label-là, de préserver ce modèle-là. Et on est tous soulagés de voir le président de la République prendre cette décision, voilà, pour convoquer donc le corps électoral et que l'on puisse enfin se diriger vers cette présidentielle et que les Sénégalais puissent choisir librement leur prochain président. Je pense que hier, ça a été vraiment une très bonne nouvelle pour la démocratie, pour l'Afrique, de voir enfin des États qui sont conformes donc, aux règles démocratiques. Maintenant, voilà, la balle est dans le camp des différents candidats. Ce sera à eux donc de convaincre les populations, de convaincre les électeurs que nous sommes. Moi, je suis le représentant donc, de tous les gourgoulous du Sénégal sur ce plateau. Donc, j'attendrai vraiment d'être convaincu avant de donner. Donc, comment on appelle ça encore dans le champ politique, donc dans le vocabulaire politique. Voilà, des indications pour le vote. Donc, gourgoulou du Sénégal. Donc, attendez un peu. Surtout dans une situation économique difficile. Extrêmement difficile, où les poches sont trouées. On sait que nous coulons tous sous le poids des prêts, à n'en plus finir. Gourgoulou veut terminer sa maison. Gourgoulou veut rembourser le prêt de sa petite voiture. Donc, il y a tellement d'attentes. Donc, attendez un peu. Peut-être on va en milieu de campagne, on verra. Donc, le candidat qui nous a vraiment convaincus. Donc, chers candidats, venez à nous. Donc, et puis, on va vous écouter. Donc, je pense que voilà, aujourd'hui, l'attente principale pour tous les Sénégalais, c'est vraiment le coût de la vie. En tout cas, je pense bien. Je crois que voilà, je ne suis pas un Sénégalais à part. Je suis dans cette société. Et rien de cette société ne m'est étranger. Et je pense que s'il y a une attente, voilà, unanime à ce niveau, c'est vraiment la baisse du coût de la vie. Parce que quand vous voyez un peu le coût de la vie dans notre pays, quand vous voyez comment à Dakar les prix flambent, comment pour avoir un petit appartement, c'est extrêmement compliqué. Je crois que c'est à ce niveau-là où les candidats devraient vraiment rassurer davantage donc, les citoyens sénégalais que nous sommes. Et puis moi, je fais confiance à notre administration quand même, parce que quand même, depuis des décennies, on a cette habitude-là de bien organiser les élections, sur toute l'étendue du territoire national. On a cette habitude également d'avoir les grandes tendances au soir même du vote. Donc je pense qu'à ce niveau, le Sénégal quand même n'a pas d'inquiétude. Les Sénégalais n'ont pas d'inquiétude à nourrir. Croisons les doigts, touchons du bois encore une fois. Je fais confiance à notre haute administration et que ces élections-là se passeront vraiment dans les règles de l'art, même si le temps est écourté. Mais bon, il fallait se conformer quand même un peu à ce contexte assez particulier. Ça a été une première, mais je crois qu'au sortir de ce scrutin, donc on en tirera des leçons pour que pareilles mésaventures ne puissent plus arriver donc, au Sénégal. Mais vraiment, bravo à tous les acteurs politiques. Les jeux sont ouverts. Je vais faire le tour, bien évidemment, et donner la parole à nos invités également. Ensuite, on reviendra à l'une, toi et moi, le dispositif de la RTS. Ça aussi, ce n'est pas une première, évidemment. On a déjà l'expérience, mais on va encore le préciser à nos téléspectateurs et peut-être pour assurer également tous les candidats qui viendront ici. D'ailleurs, les enregistrements vont démarrer aujourd'hui même à la fin de cette émission Quinqueliba. Les attentes, c'est bien sûr le coût de la vie, mais aussi du côté des femmes, il y a énormément d'attentes sur l'amélioration des conditions féminines. On est le 8 mars aujourd'hui, sur les droits de la femme notamment. Effectivement, l'amélioration des conditions féminines pour restaurer en fait certaines inégalités, certaines discriminations que subissent les femmes, aussi bien dans l'aspect privé que public, au niveau du cercle familial, au niveau des lieux de travail, dans la rue. Parce que oui, il faut le dire, les femmes subissent énormément de discriminations. Les cas de violence sont devenus monnaie courante dans notre société. Il ne se passe pas un jour où on n'entend pas parler de cas d'abus sexuels, de cas d'agression sexuelle, de cas de violence psychologique, de cas de violence conjugale. On parle de violences basées sur le genre, mais dans ces violences basées sur le genre-là, les statistiques montrent que c'est les femmes qui en sont, dans la majeure partie, plus victimes que les hommes. Ce n'est pas une affirmation pour dire oui, c'est les hommes qui font subir ces violences-là aux femmes, mais les faits ont montré que... C'est ce que montrent les chiffres. Oui, c'est ce que montrent les chiffres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée pour vraiment lever la voix et dire que stop à ces violences-là et que pour y aller, il faut qu'il y ait des dispositions. Il faut que chacun y mette en fait sa main pour que ces violences-là que subissent les femmes cessent. C'est ça. On va voter le 24. La campagne démarre donc, je l'ai dit, demain samedi. Axila, sur cette campagne électorale et cette élection.
En tout cas, moi, je parle comme Aline Batara. Je suis très rassurée de voir l'aboutissement de ces élections quand même, qu'on arrive à pouvoir choisir notre candidat. D'ailleurs, c'est ça mon sujet. Pour moi, le droit, pour moi, la liberté, c'est de pouvoir choisir. Et en tant que femme aussi, je milite pour ça. Il faudrait qu'on ait le droit de choisir quelle vie on veut. Et pour moi, c'est là où commencent les droits de la femme. Et on peut dire que les droits de la femme, c'est juste les droits humains. Il y a une dame qui a quelque temps qui m'a dit que ça ne devrait même pas être un débat, au fait. C'est les droits humains qui devraient être appliqués à tout être humain. Ouais. Parmi les candidats, il y a une dame, bien évidemment. Hein, parmi les 19 candidats retenus pour la présidentielle. Vous, commentaire? Je félicite d'abord l'administration parce que, étant déjà parmi les acteurs, je sais qu'ils sont à la hauteur et vraiment de les encourager parce qu'il ne faut pas oublier que c'est partout au Sénégal que cela va se passer. Je pense que l'axe emploi devrait être prioritaire. Et quand on parle d'axe emploi, il y a d'abord des activités qui mènent vers ça. L'industrie culturelle, il faudrait plus de fonds et non pas des miettes pour pouvoir soutenir les emplois dans ce cadre-là. Le second point que je pense, l'industrialisation. Il nous faut industrialiser au maximum. Moi, personnellement, celui qui parlerait d'industrialisation et de l'économie numérique aura forcément ma sympathie. Parce que je pars du principe que c'est là où on peut créer des emplois. Et enfin, les femmes rurales. Parce que je suis du rural, je suis un villageois, fier d'être un villageois, habitant dans le village le plus beau du Sénégal, pour ne pas dire du monde, Yen Toubab Djelaw, n'est-ce pas? Et je pense que ce que je vis là-bas, ce que je constate là-bas, les femmes rurales aussi doivent être une priorité. Pourquoi même un ministère ou en tout cas une agence qui s'occuperait exclusivement de la femme rurale? Et enfin, terminer par la diaspora. Autant de talents gâchés parce que pas répertoriés, pas utilisés, pas exploités. Je pense que c'est ce conglomérat de l'industrialisation pour les emplois, de l'industrie culturelle pour les emplois, des femmes rurales pour les emplois, la diaspora pour les emplois. On se retrouve que l'alpha et oméga, c'est l'emploi. Pourquoi c'est l'emploi? Ça me permet d'amener mon enfant à l'école. Ça me permet de soigner ma femme qui peut être malade. Ça me permet même d'être agréable avec mon corps et avec mon environnement. Ça me permet également de consolider ma foi religieuse et mes convictions républicaines. Donc l'emploi, oui, où et d'abord dans ces secteurs. Industrialisons et surtout que le prochain ministre de l'Emploi soit un ministre d'État pour qu'il soit directement en contact avec le chef de l'État pour échanger de ces problématiques. Et que c'est à partir des zones locales, c'est à partir des zones régionales, c'est à partir des communautés qu'on peut créer des emplois et les consolider au niveau national. C'est dire que les attentes sont nombreuses et donc les candidats sont attendus sur de nombreuses questions. Vous allez devoir nous convaincre puisque nous allons devoir voter le 24 précisément. Bon, je parlais de dames, il n'y en a qu'une. Hein, on est bien loin de la parité dans les grandes instances de décision. Oui. Mais à qui la faute finalement, hein, à lieu. Bon, s'il n'y a pas autant de dames que d'hommes. Aux dames qui ne parrainent pas les candidates. Tout simplement. Mais est-ce que c'est les dames qui doivent parrainer les candidats? Les dames, je pense qu'il y a des progrès à saluer. Oui, bon, oui, bien des sûr, progrès bien à évidemment. saluer. Parce que les femmes en matière politique, elles prennent de plus en plus dans l'espace politique. Oui, et je pense que ça date aussi, ça date parce que quand on se rappelle de l'époque de Caroline Faye, de Aram Diène, peut-être on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux où elles étaient vraiment devant, mais elles ont toujours vraiment fait. C'est juste que peut-être dans les statistiques officielles ou dans certains écrits, cela n'a pas tout le temps été mis en avant. Mais on se rend compte quand même quand on revisite un peu l'historique qu'elles ont toujours eu une place de choix, une place de taille, qu'elles ont eu à porter des plaidoyers, des combats, et ça depuis fort longtemps. Absolument. Ouais. Le dispositif de la RTS pour accompagner justement cette campagne électorale, ce n'est pas une première pour nous. On a toujours été là. Nos équipes, encore une fois, je le rappelle, seront sur le terrain, dans les régions, avec les différents candidats. Une équipe sera affectée à chaque candidat. Il y aura un journaliste, des techniciens également, de la logistique pour accompagner le candidat et rendre compte au quotidien des activités de ces candidats sur les antennes de la télévision nationale et de façon équitable pour chaque candidat. Mais oui, comme tu l'as dit, je crois que les équipes de la RTS sont assez rompues à la tâche quand même. On a cette expérience-là. Bon, il ne s'agit pas de tirer la couverture sur nous, mais c'est la réalité. Les faits le prouvent.
suffisamment. Je crois qu'il y a assez de professionnalisme au sein de la RTS en termes de ressources humaines pour pouvoir accompagner les candidats donc, durant ces semaines de campagne électorale. Nous tous, je pense qu'il est rare de voir un agent de la RTS n'ayant pas une certaine expérience de comment couvrir une campagne électorale. Même si, par exemple, depuis longtemps, je suis scotché sur le plateau de la matinale Kenkeliba, mais j'ai eu la chance quand même de couvrir une campagne électorale. Et sur place, vous vous rendez compte de comment les agents se dévouent, comment finalement même on se substitue un peu aux équipes de communication des différents candidats, juste pour que véritablement, des conseils qu'on donne, des fois même on se transforme en directeur de campagne. Hein. Moi, je me souviens de ma première expérience, c'était lors des législatives, à l'époque avec la fameuse liste d'Ego Soukoli Transport avec Commerce, hein, voilà, du grand syndicaliste. Hein, voilà. Alors, on arrive à leur QG, alors il faut bien tourner. Voilà, on se range les pouces, bon, les ongles plutôt. Il n'y a personne, ils ne savent pas quoi faire parce que c'était une nouveauté pour eux. Ils ne savaient pas comment démarrer une campagne électorale. Alors, on ne voulait pas trop s'immiscer parce que quand même, également, les chances d'action sont bien délimitées. Finalement, après une petite réunion entre nous, agents de la RTS, bon, on s'est permis de nous rapprocher quand même de l'équipe de campagne du candidat, Alassane Ndoye, à l'époque, pour lui dire, alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire une petite caravane? Parce que vous représentez les commerçants, mais surtout les transporteurs. Nous sommes à votre QG, avec tous ces véhicules qu'il y a, mais on peut bien organiser une caravane, il fallait les voir. Mais voilà, l'idée du siècle. Ça, c'est rien du tout. Hein. Allons-y. Ils ont mobilisé tout ce qu'il y avait comme apprentis, chauffeurs et tout le monde. Alors, on a fait une caravane dans les voitures. Vraiment, il n'y avait pas grand monde, c'était bien. Mais personne ne pouvait savoir. Et on a fait une très longue file. Hein? Donc, de la gare routière Pompier jusqu'à Dakar Centre. Et puis, nous sommes revenus. Bon, le caméraman, à l'époque, Babacar Ning, il est monté sur le pont. On a eu une très belle image, de très belles images. Et on a cartonné. Avec nos faibles moyens. Donc, si on ne s'était pas donné à fond pour la réussite de sa campagne, peut-être qu'il serait passé à côté dès le premier jour. Et depuis lors, bon, finalement, il a dit à tout le monde, mes directeurs de campagne, voilà, vous les voyez, ce sont les agents de la RTS. Vous êtes là juste pour voilà, donc, être à mes côtés. Mais donc, je vous fais entièrement confiance et je vous assure, pratiquement tout le reste de la campagne, on a été, voilà, ces conseillers, ces directeurs, juste pour bien faire. Parce qu'il y a une saine émulation. Chacun voudrait avoir les plus belles images, avoir vraiment le candidat ayant le meilleur discours. Tout à fait. Donc, cela démontre encore une fois donc, tout le professionnalisme de ces agents de la RTS. Et puis également, ici sur place, il y aura des relais pour voilà, s'assurer un peu de l'envoi des éléments, de leur réception et tout cela. Donc je pense que la RTS, comme à ce niveau, les candidats sont très rassurés, ils savent comment ça se passe, les agents sont extrêmement professionnels et c'est de gros moyens qui ont été sortis par la direction générale. Par la direction générale, donc fidèle à sa mission aussi, hein, parce que c'est une mission, une noble mission pour la RTS. Et à ce niveau, moi, si j'étais candidat, je n'aurais pas vraiment d'inquiétude. C'est ça. Voilà. Et même pour les montages des éléments, les mandataires sont là, on les accompagne généralement. Il y a beaucoup d'anecdotes. Et Pape Madi Diop, c'est lui qui coordonne tout cela. Absolument. L'autre DG de la RTS, on en a deux. Le directeur général Racine Talla et Pape Madi qu'on surnomme affectueusement DG, bien évidemment. Et que le DG Racine Talla appelle lui-même DG, voyez-vous. Merci beaucoup à tous pour ces commentaires-là. On reviendra évidemment sur cette actualité également avant la fin de cette émission. Et puis, souvenez-vous, on ne va pas l'oublier non plus, le Ramadan démarre, bien évidemment, dès la semaine prochaine, dès lundi. Le Ramadan qui coïncide également avec le carême. Ça va être une période de prière, de pénitence finalement, durant cette campagne électorale également. Tant mieux, comme le diraient certains. Avant la fin de cette émission, on commentera également cette période de Ramadan, de jeûne finalement, pour tous et pour tout le Sénégal, puisque tout le monde va jeûner durant toute cette campagne électorale finalement. Mais en attendant, eh bien, je vous invite à suivre Ibou dans sa chronique de ce matin. Ibou, on va parler d'un sujet qui interpelle les couples particulièrement. Une question difficile, épineuse, qui interpelle les familles, c'est la question de la fertilité ou de l'infertilité, c'est l'un ou l'autre. Quand l'enfant ne vient pas, c'est un grand problème. Le mariage au Sénégal est conçu comme un acte qui permet d'avoir des enfants. C'est la vie. La femme, c'est la vie. Elle la porte, elle est elle-même la vie. C'est dans son corps, après qu'elle rejette comme ça, et qui donne la vie. Et nous avons pu tous voir tout récemment une des nôtres, une femme sénégalaise, une sœur, une cousine, une amie, une voisine, une citoyenne, certainement qui a gardé toujours sa dignité. Jusqu'au moment, dans son mariage, elle n'a pas su procréer. Peut-être que ce n'est même pas elle, peut-être que c'est son époux. Actuellement, je ne sais pas et je n'ai pas eu les informations. Par contre, nous savons tous qu'elle a fait une simulation de grossesse. Elle a fait croire à son mari qu'elle était enceinte. Elle a fait croire à elle-même qu'elle était enceinte.
Elle a fait croire à sa propre famille, son père, sa mère, ses cousins, ses cousines, et sa belle famille, tout le monde, le voisin, le quartier, les gens qui se disent enfin qu'elle est enceinte. Elle ne l'était pas. Et c'est un drame, ce côté-là. Mais pire, elle est partie même commettre un délit qui risque la perpétuité. Voler un enfant pour dire que c'est son enfant. Mais vous vous rendez compte de toute cette violence. Mais que faisons-nous dans la cohésion sociale, dans le vivre ensemble? Nous sommes des Sénégalais. Nous avons un État. Nous avons une forme de solidarité alimentaire. Nous avons une solidarité sociale, religieuse. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre en place une structure ou un accompagnement avant que le mariage se fasse? Le droit sénégalais du Code civil de la famille reconnaît les fiançailles. Les fiançailles sont reconnues au Sénégal. Les Wolofs disent « May Gundjek ». Donc du coup, on peut à partir de ce cadre juridique accompagner les couples qui veulent se marier. Quelle est la procédure? On peut partir sur des scénarios, on peut partir sur des hypothèses. Mais la plus évidente, c'est que nous avons des médecins, nous avons un corps médical. Une visite médicale permet de savoir au niveau obstétrical quelle est la difficulté. J'ai pu échanger avec des spécialistes et ils m'ont parlé de follicules et j'ai été voir c'est quoi les follicules. Les follicules est un champignon qui est dans le corps de la femme et qui se cultive. Et donc, il y a un traitement médical qui permet de le faire. Mais si dans le cadre de cette solidarité de l'État du Sénégal qu'on apporte aux citoyens, mais pourquoi pas un bon médical pour les fiancés, pour pouvoir aller faire cette visite avec le médecin en toute discrétion. Ça peut être une plateforme en ligne où les couples peuvent s'inscrire en toute discrétion, choisir leur lieu médical en toute discrétion, aller faire les visites en toute discrétion, aller faire le suivi médical en toute discrétion et de savoir quels sont les obstacles. Il y a également ce qu'on appelle les maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que le mari a le sida? Nous ne savons pas. Ils vont se marier, ça va être découvert, c'est un drame. Est-ce que c'est la femme qui l'a? C'est un drame. Donc, il y a toutes ces prédispositions médicales qu'on peut mettre en place pour les accompagner au nom de la solidarité et de la cohésion sociale. Parce que je rappelle que quand un chat est né, tout de suite, il miaule. Et on sait que le chat, il est là. Et quand un chien naît, il aboie tout de suite. Mais nous avons tous constaté, quand l'homme est né, il ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas? Il reste dans son environnement. Parce que l'homme, c'est la culture. Il reste dans son environnement. Il baragouine, il trouve des mots. Jusqu'au moment, il sort un mot et tout le monde dit « Ah, il a parlé ». Donc l'enfant met du temps à parler. C'est parce que nous sommes tellement dans une bibliothèque de savoir, de connaissances, de sensibilité, de subtilité. Nul ne peut se substituer à l'homme ici sur Terre. Parce que l'homme est un être animal, est un être social, est un être en tout, holistique, qui regroupe l'ensemble de nos tares, de nos avantages, de nos atouts. Et tout ça est porté par la femme. La femme, c'est la vie est une femme. On ne peut pas laisser nos sœurs qui sont dans ce drame. Parce que mise à l'échelle, est-ce qu'on a les indicateurs d'ailleurs? Il suffit qu'il y ait ces drames comme cette femme qui s'est menti elle-même d'abord. Mais vous vous rendez compte de comment elle vit ce mensonge même? Elle en souffre beaucoup, j'en suis sûr. La question de la fertilité ou de l'infertilité dans les couples, ça divise bien évidemment les familles. La pression sociale est généralement sur l'épaule de la femme. On va d'abord chercher du côté de la femme. On se dit, s'il n'y a pas d'enfant, c'est qu'il y a un problème chez la femme. Et certains hommes refusent d'ailleurs d'aller consulter, ne serait-ce que pour déterminer d'où vient le problème. Oui, et je pense que c'est vraiment un sujet très pertinent qu'il a abordé. Et comme tu l'as dit, je confirme, les femmes subissent énormément de pression parce que quand tu te maries, quelques mois après, on s'attend à avoir un ventre rebondi. En Afrique, quand on se marie, c'est tout de suite pour avoir des enfants. Il faut rassurer tout le monde. Oui, et généralement, comme je le dis, j'ai l'habitude de dire parfois, ils vont dire fertilité parce que vraiment, c'est des concepts, je pense qu'après, comme il l'a dit, il est allé voir des spécialistes, c'est des concepts dont les définitions, peut-être les spécialistes connaissent mieux, mais parfois, moi, je dis, du côté des hommes aussi, il faut comprendre que quand vous dites viril, oui, virilité ne veut pas forcément dire que vous êtes en mesure aussi d'avoir des enfants. Et je pense que c'est toute l'importance de sensibiliser les couples sur ce qu'on appelle la consultation prénuptiale, parce que là, ça permet vraiment de prévenir d'éventuelles infections, d'éventuelles maladies génitaux. Absolument, la drépanocytose par exemple. Voilà. Des drames aussi dans les familles. C'est ça. Donc, bon, généralement, quand tu le dis, on va te dire oui, mais ça, c'est des affaires de toubab. Mais après, il y a des couples quand même qui comprennent et qui prennent le soin d'aller faire tous ces tests-là avant le mariage pour prendre précaution. Maintenant, s'il y a des couples après qui sont
assez indépendants. Eux, ils ne laissent personne s'immiscer dans le mariage. Mais naturellement, vu comment notre société est constituée, il y a la belle famille à côté qui est là, voilà, à faire des commentaires qui risquent de peser lourd sur les épaules des femmes. Et ça devient compliqué. Absolument. Je vais rebondir sur ce que Diatou a dit, c'est très important. Et on échangeait tout à l'heure que, au fait, moi je travaille dans les prisons souvent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des femmes qui sont là en prison, au fait, vivent des drames, comme vous dites, au fait. Et ça, c'est des drames que tu vis parce que tu es imposé. Il y a un poids qui t'est imposé. Est-ce que forcément la femme doit faire forcément un enfant? Est-ce que, mis à part notre besoin de maternité, peut-être, mais est-ce qu'on n'a pas aussi le droit de ne pas vouloir en faire? Ça aussi, c'est un droit. On a le droit de choisir. Et c'est tous les drames qu'on voit. Moi, quand je vais dans les prisons, j'ai beaucoup de contacts. D'ailleurs, je fais un coucou aux femmes qui sont à la Liberté 6, au camp pénal. Et vraiment, il y a des souffrances. Il y a des grandes souffrances. Et vraiment, on parle de fertilité, mais c'est vraiment le point principal, au fait, dont tout le monde parle. Tous les témoignages parlent de ce problème. Il y a des infanticides. Tous les drames, au fait, c'est autour de ça. Du couple, de la fertilité, j'ai envie de dire finalement du poids de la société, sur l'épaule des femmes surtout. Parce que dans ce genre de situation, on a l'impression que les hommes sont beaucoup plus épargnés que les femmes, n'est-ce pas, Alioune? Mais surtout ça, je pense que tu as parfaitement bien résumé la situation. Aujourd'hui, il y a cette pression, en tout cas, de la société sur les femmes. C'est une pression terrible, surtout pour celles qui n'ont pas encore la chance d'avoir enfanté. Oui. C'est un peu le regard donc, de la belle famille. Après un an de mariage, famille, 2 ans. Des amis du mari, du quartier. C'est une pression terrible pour ces dames-là qui souffrent, qui souffrent le martyre intérieurement. Elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies. Et c'est ce qui explique malheureusement certaines conduites, comme par exemple le fait d'aller dans un hôpital, dans une crèche pour prendre le bébé d'autrui. Je les comprends. Je pense que ces dames-là, on ne doit pas être rigide dans l'application de la loi. Il faut bien un accompagnement psychologique pour qu'elles puissent se remettre, qu'elles soient d'aplomb pour pouvoir affronter cette dure épreuve-là. Et puis également, comme tu l'as dit, nous aussi, même si j'aimerais pas qu'on fasse le procès des hommes, mais il faut bien le faire. Souvent également, nous sommes responsables. Il y a une certaine lâcheté de la part de certains hommes également. Alors, votre dame, consulte, va chez le gynéco, par exemple, mais il est clair que pour la question de la fertilité, pour que en tout cas, le processus médical soit abouti, soit couronné de succès, il faut nécessairement, obligatoirement, que le couple soit là ensemble. C'est ça. Que le monsieur accompagne sa dame également. Parce que nous pensons que nous ne sommes pas responsables. Comme l'a dit Madame Sonko, on pense que parce que vous êtes viril, ça suffit du tout, ça n'a rien à voir. Même le sexe, par exemple, est déterminé par le monsieur. Vous voyez, par exemple, des dames, elles ont peut-être des enfants, mais... Que des filles. Que des filles ou bien que des garçons. Et on prend une deuxième femme parce qu'on va leur reprocher cela. Exactement. Alors que c'est nous qui en sommes... Mais le chromosome X ou Y, c'est l'homme qui le donne. Ça également, il faut que ce discours-là, que les papas que nous sommes également, qu'on puisse parler de cela avec nos garçons, futurs époux. Il faut que tout le monde le sache également. Le sexe n'est pas déterminé par la femme. N'est-ce pas? Les fertilités, ce n'est pas seulement du côté de la femme qu'il faut aller chercher. Absolument. Il y a des hommes, malheureusement, peut-être, ils n'ont pas la chance de pouvoir procréer. C'est ça. Voilà, ça c'est le décret divin. Qu'est-ce qu'on peut? Mais pour être sûr de tout cela, il faut accompagner son épouse auprès quand même du gynéco, même si ce n'est pas facile pour un homme d'accompagner sa femme chez le gynéco. C'est une question. Je tiens quand même à le dire. J'en ai fait l'expérience, mais ce n'est pas évident. Parce qu'après, le monsieur qui vient, qui me dit, monsieur Kahn, ça va, et je me dis, faites des idées là, c'est pas évident. Mais, pensez-vous pas que parfois aussi, nous, si on a notre part, parce que là, on parle des hommes, c'est vrai. Mais je trouve qu'il faut un équilibre pour une société. C'est vrai, il y a une discrimination auprès des femmes. Et il y a beaucoup d'améliorations. L'exemple, c'est qu'il y a une femme comme Mme Sonko qui travaille là-dessus. Moi, je travaille aussi pour cet équilibre. Mais la femme aussi, parfois, est porteur de cette discrimination. Parce que si vous parlez du problème de fertilité, parfois, ce n'est même pas le problème du mari.
C'est le problème de la belle-mère. Mais c'est ça, c'est le regard de la société. C'est souvent la société. C'est ça, c'est la société. Je pense qu'il faut travailler. C'est les femmes entre elles parfois qui se mettent la pression. Je pense qu'il faut interroger aussi la transmission des valeurs. Parce que tout ça. Disons, quand on parle un peu des rôles de genre, des attributs de genre, on va te dire que oui, l'éducation des enfants est confiée à la femme. Donc dans cette éducation-là, comment est-ce qu'on moule la fille? Parce qu'il y a... On te prépare. Et je pense que cette question-là, quand tu vas un peu vers la thématique de la contraception, de l'utilisation de la planification familiale, la femme peut être libre de dire que je veux recourir à une contraception pour espacer mes naissances ou pour ne pas contracter une grossesse qui ne m'arrange pas pour le moment. Mais même pour ça, c'est très compliqué qu'elle fasse ce choix-là, parce que oui, on va lui dire, mais toi, tu ne veux pas avoir beaucoup d'enfants, tu ne veux pas faire des enfants, pourquoi est-ce que tu veux espacer les naissances? Et généralement, c'est les femmes qui te disent ça. Donc, les femmes aussi, en quelque sorte, dans cette transmission des valeurs-là, je pense qu'elles ont vraiment, je ne dirais pas reproche à se faire, mais il y a quand même... matière à revoir comment nous voyons les choses. Et même la question de l'adoption dans nos sociétés africaines. Est-ce qu'elle est véritablement acceptée? Comment est-ce qu'on traite ces questions-là? Parce que pour nous, avoir un enfant, c'est enfanter soi-même. Aller prendre l'enfant de quelqu'un et l'éduquer. Et pourtant, le confiage d'enfants a toujours existé dans nos sociétés africaines. Vous avez une tante qui vous a élevé et que vous considérez comme votre maman. Vous avez un oncle qui vous a éduqué que vous considérez comme votre papa. Mais aller au-delà de ces questions-là, tout ça, eh bien, c'est des problématiques qui restent véritablement entières. Ibou, je te laisse terminer ta chronique ce matin. Je pense qu'avec le budget de la solidarité qui est hebdomadaire, on peut facilement accompagner ces cas. Ça peut passer par les travailleurs sociaux, ça peut passer par les mairies. Un bon médical pour la visite prénuptiale, pour ne pas faire une obligation d'un certificat prénuptial, mais au moins d'aller vers un encadrement, un accompagnement. Voilà, vraiment... C'est un sujet qui est très dramatique parce que quand vous y plongez, quand vous échangez avec certains, et vous vous rendez compte que c'est la voisine à côté, hein? C'est la sœur, c'est la cousine. Et donc, c'est des drames que vivent d'abord ces femmes avant même le mari et les autres. Voilà, en tout cas, qu'on puisse les accompagner par un encadrement institutionnel. Merci beaucoup, mon cher Ibou. Visite prénuptiale, c'est très important. Je parlais même tout à l'heure de la drépanocytose. Ça permet évidemment de savoir qui peut aller avec qui. Malheureusement, dans certaines familles, les enfants sont nés en portant le gène SS. C'est comme ça qu'on dit. C'est lourd. Et c'est assez difficile, alors que tout cela aurait pu être évité si ces textes avaient été faits. Mais également que les IPM, hein, parce que je pense que beaucoup d'IPM ne prennent pas en charge en fait certains volets comme la procréation médicale assistée. C'est vrai. Voilà, ça également. C'est vrai. Ça coûte excessivement cher. Absolument. Voilà, absolument. Vous voyez même des couples de salariés qui n'en ont pas la possibilité. Absolument, parce que ça coûte cher. Elles connaissent un peu le chemin, mais ils ne pourraient pas l'emprunter parce que ça coûte excessivement. Donc, à ce niveau également, le législateur est appelé à faire peut-être un geste, voilà, la solidarité, pour que cette question également soit bien prise en charge. C'est le bon contexte. Voilà, c'est ça. La fécondation in vitro. La présidentielle, les candidats sont attendus sur toutes les questions finalement. La modification de textes de loi et tout ça. On en parlait tout à l'heure sur le plateau. Merci à tous. Il est à 7h18. On va enchaîner avec la première partie de la rubrique invité. On parlait de femmes, on parlait de couple, on parlait de conditions féminines et d'avancées. Eh bien, on reste dans cette dynamique tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est le 8 mars. On célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Et au Sénégal, le plaidoyer de cette année tourne essentiellement autour de la question de l'autorité parentale partagée. On en parle avec Diatsou Sanko juste après ceci. Elle est travailleuse sociale, membre du collectif Autorité parentale partagée, Sounoulité. C'est l'affaire de tous finalement et pas que des femmes. Merci encore une fois d'être sur le plateau de la matinale avec nous, Alioune. Voilà, elles ont décidé de se saisir de cette question, une question extrêmement sensible qui, à l'époque, lors de son adoption, le fameux code de la famille avait un peu déchiré la société sénégalaise, parce que les archives sont là pour en témoigner. Et aujourd'hui, si vous voulez soulever à nouveau ce débat-là, il est clair qu'il va falloir que vous ayez des boucliers assez solides pour pouvoir résister à la pression, même à certaines critiques qui ne seraient pas du tout fondées. Mais nous sommes dans une société qui est ainsi faite où l'homme a un poids extrêmement grand. Société patriarcale, on va le dire. Société patriarcale, même si à l'origine, on ne l'était pas. Oui, en Afrique, c'était patriarcal. Si vous revisitez notre histoire, vous allez par exemple dans le Kadior, pour être Damel du Kadior, il fallait que votre maman soit d'une lignée royale, pas votre papa. En pays sérère également, c'était la même chose. D'ailleurs, c'est le neveu qui héritait de l'oncle. Pourquoi ? Parce qu'on mettait l'accent sur
Donc voilà, l'héritage maternel. Alors aujourd'hui, donc, vous avez décidé de vous attaquer quand même à ce sujet extrêmement délicat, extrêmement sensible. Hein. La réforme du code de la famille, c'est un collectif que vous avez décidé de mettre sur pied. Pourquoi enfin vous avez voilà, senti l'opportunité, le besoin de faire ce plaidoyer, de mettre sur pied un tel collectif, Madame Sonko? Oui, à la base, en fait, c'était pas une réunion qui était préméditée pour dire oui, il faut qu'on mette sur place un collectif. Ce collectif, il est né à la suite d'un post sur Facebook, d'un post d'une femme qui en fait parlait de ce problème qu'elle avait de voyager avec son enfant, une femme divorcée qui n'a pas vu le papa de l'enfant depuis un moment. Et au moment de sortir, de voyager avec cet enfant, on lui demande une autorisation parentale, une autorisation parentale qui devrait être signée par un papa qui est absent, abonné absent, alors qu'à contrario aussi, c'était l'homme qui avait besoin de voyager avec son enfant, il n'y aurait aucune contrainte pour lui. Donc le post en quelques minutes a eu beaucoup de partage, beaucoup de réactions. Et je pense que ce n'était pas le premier post parce que moi, ça faisait très longtemps que je voyais souvent des femmes poser des questions sur Facebook pour demander qu'est-ce que la loi prévoit, pour parler en fait de toutes ces contraintes-là, de toutes ces contraintes qu'elles ont de pouvoir voyager avec leurs enfants, faire des choses avec les enfants. On leur demande vraiment cette autorisation-là, alors que généralement le papa n'est pas à côté. Et on se dit, ok, je pense qu'à la suite de cela, il est temps de porter un plaidoyer pour ce qu'on appelle une autorité parentale partagée. Et c'est comme ça qu'on a appelé le collectif autorité parentale partagée SUNUIT, pour que dans le code de la famille qui régule en fait la vie familiale, qu'il y ait la révision de certaines dispositions qui puissent vraiment permettre aux parents, aux couples, d'avoir un exercice de l'autorité parentale partagée. Et ça va vraiment dans le sens d'un équilibre familial, mais surtout, ça prend en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que oui, l'intérêt supérieur de l'enfant, parce que dans ce genre de situation-là, souvent, l'enfant subit énormément de torts, on ne s'en rend pas compte. On pense peut-être que si toi, en tant qu'homme, tu essayes vraiment de faire subir à la femme certaines restrictions, c'est à elle que tu fais mal, mais c'est plutôt à l'enfant que tu portes préjudice par rapport à son développement, par rapport à son épanouissement. Et donc, c'est sur la base de cela que ce collectif-là est né. Et je pense que c'est légitime de dire que c'est une demande du peuple. C'est une demande du peuple parce qu'aujourd'hui, quand on voit toutes ces personnes, c'est des acteurs qui sont dans la protection, d'autres, c'est des personnes qui ne travaillent pas peut-être dans le domaine de la protection, mais qui ont vécu ou qui ont eu une personne qui a vécu la même situation et qui sont épris de justice et qui se disent que oui, eux aussi, ils se sentent concernés par ce plaidoyer-là, donc ils ont adhéré. Alors, diriez-vous finalement que le code de la famille, en tout cas pour ce qui concerne un bon nombre de ces dispositions, est un obstacle, un frein à l'épanouissement des parents et surtout de l'enfant? Le code en soi, c'est un code, on parle de législation, de droit, de juridiction, de justice. Parce qu'il faut que dans la vie de la société, qu'il y ait des codes ou des lois qui soient là pour réguler. Mais dans ce code-là, comme on l'a vu promulgué en 1972, à l'époque, si il était vu comme un code novateur, aujourd'hui, il est évident que c'est un code quand même qu'il faut revoir, entre guillemets, un code, je vais dire, obsolète. Dans certaines dispositions. Oui, dans certaines dispositions. Il a 50 ans maintenant, ou bien? Oui, 50 ans ou plus. 50 et quelques, oui, dans certaines dispositions, parce que c'est vraiment nécessaire, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mon propos, qu'il y ait des révisions par rapport à certains articles, à l'exemple de l'article 277, à l'exemple de l'article 278, à l'exemple de l'article 252. Et il faut le dire, en fait, je vais juste donner quelques exemples. Aujourd'hui, par exemple, le Sénégal est signataire de traités internationaux et ce code de la famille-là, en fait, prend un peu le contre-pied, je ne dirais pas un peu, mais prend le contre-pied de ces traités internationaux-là que le Sénégal a ratifié et signé. Et l'exemple de ces traités, il y a, quand je dis que c'est une contrainte pour l'épanouissement des enfants et pour l'épanouissement de la femme, je le dis dans ce sens où le Sénégal a ratifié la Convention internationale des droits et du bien-être de l'enfant. Le Sénégal a ratifié la Convention africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et dans ces conventions-là, il y a des principes comme l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, etc., etc. Le Sénégal a aussi ratifié la Charte africaine des droits et des droits de l'homme et des peuples, relatifs aux droits de la femme, communément appelé le protocole de Maputo. Il a aussi ratifié la CEDEF
Et je pense qu'aujourd'hui, tous ces traités internationaux-là que le Sénégal a ratifiés ont pour principe de garantir l'égalité aux femmes et aux enfants, de garantir, de sauvegarder le bien-être des femmes et des enfants. Et donc après, quand le Sénégal ratifie tous ces traités internationaux-là, il est aussi dans l'obligation, dans sa constitution, dans son code, de garantir aussi l'égalité à toutes ces femmes-là. Il y a une conformité. Une conformité, voilà. Donc il n'y a pas de conformité. Et donc, dans certaines dispositions, le code prend le contre-pied de ces traités-là que le Sénégal a ratifiés. Sarah? Je pense que ce qui dérange, c'est que les gens ne comprennent pas vraiment le fond, justement, de cette question liée à l'autorité parentale. Et il faut s'asseoir, il faut expliquer aux gens véritablement qu'on ne cherche pas à bousculer les hommes véritablement au niveau de cette question d'autorité parentale partagée, mais plutôt à protéger l'enfant. C'est le bien-être de l'enfant qui est recherché. J'ai vu un post sur les réseaux sociaux où il y a un monsieur qui disait « Si vous voulez une autorité parentale partagée, eh bien, donnez vos noms de famille à vos enfants maintenant et que l'homme ne soit plus obligé. » On n'en est pas là. Ce n'est pas la question qui est posée aujourd'hui. Il faut expliquer davantage. Et en expliquant, il faut aussi compter sur les relais que sont les relais communautaires, mais également les religieux, pour que les gens puissent saisir véritablement la pertinence de cette question-là et que le code puisse changer. Est-ce qu'au niveau de ce collectif-là, vous êtes engagé sur ces questions, à aller vers les religieux également, pour sensibiliser véritablement et que les législateurs puissent changer les choses? Bon, avant de répondre à cette question, comme tu l'as dit, effectivement, il y a énormément d'incompréhension. Parce que quand tu parles, tu évoques cette question de l'autorité parentale, moi j'en ai vu, comme tu as dit, des fois, les gens disent que oui, mais les femmes veulent devenir chefs de famille, c'est pas le cas, parce que comme je l'ai dit, parce que comme je l'ai dit, c'est non seulement pour prendre en compte et sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant, permettre à l'enfant de grandir dans un cadre familial harmonieux, même si les parents ne sont plus ensemble. Je me rappelle que quand je faisais ma formation à l'ENTS, il y avait un de mes professeurs, Madame Dabo, dans le cours de médiation familiale, qui avait l'habitude de nous dire le couple conjugal, oui, peut divorcer, mais le couple parental ne doit jamais se disloquer. Parce qu'il y a cet intérêt-là, ce cadre harmonieux-là, pour l'enfant. Voilà, ce cocon-là, où on devrait permettre vraiment à l'enfant de se développer, parce que ça permet vraiment demain de garantir des citoyens, des personnes, des hommes honnêtes, voilà, équilibrés à la société. Donc c'est ça, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est la restauration de l'équilibre familial, parce que c'est important. La famille étant la cellule sociale de base, il y a énormément de problèmes, énormément de dislocations. Forcément, ça se sent à un niveau beaucoup plus élevé au niveau de la société et de l'État. Donc à la base, ce collectif, son but, c'est ça, c'est de porter ce plaidoyer-là. Et le plaidoyer, comme je l'ai dit, ce n'est pas un combat homme versus femme. C'est ça. Voilà. Nous ne visons pas, nous ne voulons pas aller vers une division, nous ne voulons pas aller vers un combat, nous ne cherchons pas des litiges, nous cherchons juste à discuter avec tout le monde, à aller vers une médiation comme nous avons l'habitude de le faire dans nos sociétés, à parler de notre famille, à interroger en fait notre cellule familiale pour que tous ces problèmes, parce qu'il faut le dire, on rencontre aujourd'hui beaucoup de problèmes dans la société et à la base, quand tu pousses le bouchon un peu loin à travers des questions, des interrogatoires, tu te rends compte que le problème, c'est peut-être un problème au niveau de la famille, c'est de là que proviennent tous ces soucis-là. Donc pour nous, le plus important, c'est ça, c'est d'interroger ces questions-là, de revenir en fait, de poser le débat sur l'importance qu'a l'enfant, mais surtout l'importance de l'autorité. On est une société éminemment religieuse aussi, donc il est important d'expliquer. Oui, effectivement, parce que quand on revisite un peu le code, on sait que c'est aussi basé sur, non seulement, on l'a évoqué tout à l'heure en coulisses, une certaine héritage de la législation française, mais aussi c'est basé sur, comme on le dit, notre contexte socio-culturel. D'alors. Oui, d'alors, oui, d'alors. C'est important. Oui, c'est important de le rappeler. Ça a changé, donc naturellement. 52 ans, il faut le réformer. Oui, il faut le réformer parce qu'il y a des mutations sociales, les choses changent, les choses avancent et les gens, en fait, vivent d'une certaine façon qui peut être différente de comment on vivait à l'époque. Voilà. Je pense que dans la même continuité, dans la continuité un peu de la question de Sarah, c'est par rapport au lobbying. Je pense qu'aujourd'hui, le contexte s'y prête merveilleusement bien. Oui. La campagne, elle démarre demain ou bien voilà, après-demain. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce collectif est prêt à aller à la rencontre de ces candidats-là? Mais bien sûr, parce que oui, voilà, le profil du collectif est très varié. Ils seront les varié, prochains législateurs. Oui. Le profil du collectif est très varié. Je vous dis, quand on évoque cette question-là, moi j'en ai vu des posts, ils ont dit, ouais, mais les féministes, ils ont commencé. J'ai dit, mais arrêtez, hein, c'est pas un combat. Ça, c'est une question de féminisme, il faut comprendre. Il y a tout le monde dans le collectif, des profils aussi variés.
les uns que les autres. Vous voyez, donc des hommes et des femmes. Voilà, des hommes et des femmes. Oui, des hommes qui sont très engagés aussi, des hommes qui sont épris de justice, des femmes aussi qui ont vécu cette situation-là, qui subissent en fait toutes les contraintes liées à cette situation-là. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je pense que ce plaidoyer-là, il vient à son heure. Parce que oui, ça change un peu de l'habitude qu'on a, de comment on célèbre la journée internationale de la femme, des droits de la femme. Oui. C'est important. D'habitude, quand les gens disent, mais c'est la fête de la femme, j'ai dit, c'est la journée internationale des droits de la femme. Parce que pour nous, c'est une sorte de plateforme qui nous permet aujourd'hui de discuter de nos droits, de revoir certaines choses qu'on doit changer, quels sont les acquis qu'on a eus, qu'est-ce qui doit être amélioré, etc., etc., quelles nouvelles approches qu'on doit avoir. Et donc, ce plaidoyer-là vient à son heure. Et cette fois-ci, je pense qu'on est en train de se faire entendre. Peut-être avant, les gens en parlaient, il y en a qui faisaient la demande, mais il n'y avait pas réellement de collectif qui est mis en place. C'est le premier collectif qui a été mis en place et qui pose le débat aujourd'hui carrément et qui cherche vraiment à impliquer tout le monde. Il est 7h30. Ibou, vas-y, on s'accorde une minute de plus. C'est de rappeler que l'article 277 en question dit que sur les enfants légitimes, la puissance paternelle est sous la responsabilité de la mère et du père. Par contre, c'est dans le cadre de séparation qu'il peut y avoir cette difficulté. C'est juste de rappeler ça. Et également, le juge peut faire une délégation de la puissance paternelle à la maman. Je pense que ce sont des clarifications à faire dans le plaidoyer pour que ça soit aussi bien clair chez les garçons que chez les filles, de savoir en réalité, c'est juste le terme qui est malheureux. Il suffit juste de changer d'abord le terme de la puissance paternelle, que ça soit une autorité parentale. Parce qu'il y a déjà la puissance maritale, mais c'est dans le cadre du mariage que le chef de famille, c'est lui-même qui incarne le rôle de cette puissance maritale. Ce qui est cohérent aussi bien au niveau religieux, au niveau citoyenneté et au niveau même social. Par contre, dans le plaidoyer, il y a des arguments des fois fallacieux, il y a des arguments malheureux qui font croire chez les garçons que non, on veut une équivalence sur ceci. Alors que non, c'est de dire clairement, sans que le juge puisse intervenir, sans qu'il y ait le côté désaveu du papa, que tout de suite que la puissance puisse être aussi bien incarnée. Comme le dit d'abord, l'article rappelle d'abord que les enfants légitimes, la puissance paternelle est incarnée par la maman et le papa. C'est juste cette clarification. C'est un manque de clarté et de cohérence qui est souvent contradictoire et qui prête à confusion. Beaucoup d'interprétation. Et je pense que comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce code-là, il a évoqué la question de la puissance paternelle, de la puissance maritale, mais il y a aussi d'autres articles très contraignants. Par exemple, on ne peut pas contraindre l'homme à la recherche de paternité. Il suffit qu'il dise « je ne suis pas le père de votre enfant » et c'est fini. Oui. Et jusqu'à 18 ans, rien faire. Il peut revenir. Le procureur peut le faire. Oui, il peut revenir et dire « c'est mon enfant ». Il peut revenir, dire que c'est mon enfant. Donc tous ces éléments. Souvent, ils le font quand ils n'ont pas d'héritier. Oui, quand ils n'ont pas d'héritier. Ou que l'enfant avoir une certaine situation. Et je vous dis, même la question de la puissance maritale, comme tu l'as dit, dans certains aspects aussi, c'est des contraintes. Parce qu'aujourd'hui, même quand une femme est, à cause de cette puissance maritale, même quand la femme elle est victime de violences dans son foyer, si elle doit quitter, elle est obligée d'avoir peut-être une autorisation du juge parce qu'elle peut être poursuivie après pour abandon de domicile. C'est ça. Donc ces éléments-là, je pense qu'il faut revoir ces dispositions-là pour que qu'aucun des deux parties, aussi bien les hommes que les femmes, nous soient lésés, mais que les droits de tout un chacun soient respectés. Absolument. Voilà. Dans la cohérence également et dans la cohésion de nos sociétés, parce qu'évidemment, ce n'est pas un camp contre l'autre, ce n'est pas à cela qu'on veut arriver. Au contraire, on veut avancer ensemble. C'est pourquoi il est important de clarifier les choses. Vous restez en plateau avec nous, Diatou Sonko. D'autres questions avant la fin de cette émission. Axila répond à nos questions dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, on souffle en musique, justement. Voici le clip du jour. À tout de suite. Ni kon mama tadi ni mayala def doylo na ko sant na ko ci jigéen ye shwaja ayon la mucha kon akel kuno jigéen non no da dina no Budon kuman sa morom do yala dumado Budon kuman sa morom do yala dumado Jigu jambare no lu jaffera wati kanya Day job te pet setagul ngir waja ndiru njabotam Te lampam du fay gudi du nango ya cara Day setlu ab tol jënd ko sak ciw ñakam
C'était le clip du jour. Retour en plateau. Axilla est en plateau avec nous. On parle de son actualité musicale dans un petit moment avec des sujets poignants, finalement. C'est comme cela qu'on résume son engagement également. On enchaîne avec le bulletin d'info, le tout en images. Ne bougez surtout pas. On vous retrouve dans un petit moment pour la suite. À tout de suite. Les honneurs devant la maison militaire. Un instant solennel pour la structure qui accueille l'autorité de tutelle, le président de la République. Ce matin, la maison militaire étrenne son nouvel état-major. Le président de la République, Macky Sall, pose l'acte symbolique en présence du gouverneur militaire, le colonel Adama Gueye. En visitant les nouveaux locaux, le chef de l'État constate en même temps l'amélioration des infrastructures et la valorisation des conditions des personnels, à l'instar des autres forces de défense et de sécurité. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous. D'abord pour vous exprimer ma fierté, ma satisfaction sur le sens de l'honneur que vous donnez à votre mission, celle d'assurer la protection du président de la République, membre de sa famille, que vous faites avec honneur et dignité. Je l'ai dit tout à l'heure au colonel gouverneur militaire, j'ai vécu la réorganisation et la montée en puissance de la maison militaire. J'ai vu l'évolution des effectifs, mais également du matériel, de la logistique et des conditions. On ne fera jamais assez pour les conditions afin que vous puissiez en tout temps et en tout lieu servir dans les meilleures conditions. Et nous tâcherons toujours d'être attentifs, et même si je dois bientôt quitter mes fonctions, parce qu'ainsi va la vie des institutions, je vous engage à continuer à servir l'État et la République comme vous le faites si bien, puisque la gendarmerie nationale et particulièrement la maison militaire restent les remparts, les derniers remparts de la République, quelles que soient les situations. Et pour cela, je voudrais féliciter encore une fois le colonel gouverneur militaire ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs. Et j'ai bien vu la diversité et la belle intégration également entre les éléments de la gendarmerie nationale et ceux de la police nationale. Et cela est extrêmement important. Donc encore une fois, merci. Et bon, bonne mission pour la suite. Gardes rapprochés, escadrons d'intervention, groupes de protection et autres personnels administratifs et de services, les composantes de l'état-major sont dotées de moyens et équipements leur permettant de rester toujours fidèles à leur mission qui est de servir l'État avec honneur. Dans la foulée, le chef de l'État a fait un tour au bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux. Là aussi, le président Macky Sall s'est félicité du travail de qualité de la patronne Mme Youga Sylla Diouf et ses collaborateurs dont les résultats sont visibles sur l'ensemble du territoire national. C'est donc une demi-journée riche pour ces structures rattachées au cabinet du président de la République.
le chef de l'État qui a communié avec des compatriotes qui lui marquent toute leur fierté. Presque 10 heures de débats souvent intenses mais sereins entre majorité et opposition. Et à 20 heures, au terme des échanges, le projet de loi portant amnistie passe. 95 voix. Avec une majorité de 95 voix pour, 48 contre et 3 abstentions. Le garde des Sceaux rappelle l'importance de cette loi d'amnistie. Le contexte. Pourquoi maintenant? Eh bien maintenant parce qu'il s'en va. Et il veut laisser le pays en paix. Ce que le président Macky Sall a vécu en termes de troubles. Mais quand même, il dit, moi, ce que j'ai encaissé, ce que j'ai supporté, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, mais je ne le souhaite pas à mon successeur. Donc il faut qu'il vienne et qu'il trouve un Sénégal calme, apaisé, réconcilié, si nous voulons de la réconciliation. Si nous voulons de la réconciliation. Voilà le pourquoi du maintenant. La réconciliation nationale et le pardon des éléments fédérateurs nécessaires à un esprit de dépassement pour consolider la cohésion sociale et l'unité nationale malgré les divergences de points de vue. Le Sénégal est un très grand pays. Le Sénégal n'est pas un grand pays parce que nous avons maintenant du gaz et du pétrole. Nous sommes un grand pays parce que de grands hommes et de grandes dames ont construit cette nation, l'ont consolidée et ont fait de cette République ce qu'elle est aujourd'hui. Madame la ministre, j'ai la chance d'être avec vous, de partager une partie socialiste. Je dirais que je suis socialiste comme vous. Et Jaurès disait qu'être socialiste, c'est être républicain jusqu'au bout. La République, c'est un champ. C'est même un corset pour les grands esprits. On y est ou on n'y est pas. Et quand on y est, on accepte ces codes, on accepte les postures. Monsieur le Président, l'amnistie est une modalité de régulation sociale et politique par la concertation, le dialogue, pour la formulation d'une décision collective. À l'origine, elle signifie oubli. C'est un acte public solennel et collectif par lequel les fautes d'une période sont pardonnées au nom des intérêts supérieurs de la nation avide de cohésion. C'est une pratique connue de toutes les sociétés du monde et de tous les types de régimes depuis l'Antiquité, je l'ai dit en commission. Le ministre de la Justice, expliquant l'esprit de cette loi d'amnistie, a rappelé son caractère consolidant qui préserve la paix et la stabilité. Quand il y a eu le problème de la Casamance en 1988 et qu'Abdou Diouf s'est levé et a dit nous devons transcender, nous devons dépasser cela, je vous demande, juger ou pas juger, d'amnistier les faits de Casamance. Et c'est les mêmes députés que vous qui l'ont fait ici, dans cet hémicycle. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un jugement pour prononcer une amnistie. Par contre, et je réponds à ceux-là qui ont dit pourquoi pas gracier, par contre, on a toujours besoin d'une condamnation définitive pour gracier. La loi d'amnistie votée ayant un caractère impersonnel et général met le Sénégal au cœur des préoccupations du chef de l'État dans un pays où le dynamisme économique croissant rassure sur les défis futurs. Par ce plateau spécial appelé Njukel, la radio-télévision sénégalaise célèbre la femme. Une idée de la direction générale qui magnifie la bravoure de la femme sénégalaise. C'est une innovation de la RTS. La direction générale a bien voulu le mettre en œuvre à travers une émission qui s'appelle Njukel Jigéenu Sénégal. Nous avons cherché des femmes partout au Sénégal, à Kolda, à Ziguinchor, à Louga, à Kaolack, etc., pour les amener à Dakar et leur donner des distinctions. Le Sénégal regorge de potentialités. Les femmes sont dans le fin fond du Sénégal et sont en train d'abattre un travail extraordinaire. Donc nous avons choisi des femmes pour donner des exemples au monde, aux Sénégalais et à l'Afrique. Venues des régions du Sénégal, ces femmes d'activités différentes se font distinguer. Nous avons appelé une femme qui s'appelle Namata Touré, qui est très connue à Kolda, qui est opératrice économique, mais qui est aussi agricultrice. Nous avons une autre femme, Awa Alassane Sow, qui est, elle, femme éleveur. Une autre dame, Madame Mariama Fall, elle vient de Kaolack et elle s'active dans tout ce qui est produits, céréales locales, etc. Nous avons une autre femme qui vient de Guédiawaye, une femme qui a quand même mis en place une mutuelle pour les femmes.
Et enfin, nous avons une autre professeure quand même, de médecine. Elle s'appelle Maïmouna Ndour Mbaye. Elle est diabétologue et elle est la première femme élue à l'Académie de médecine de la France. Mariama Fall, la soixantaine, vient de Kaolack. Depuis 2011, elle s'active dans la transformation des produits locaux et engage plus de 300 femmes. Dans le Saloum, il y a beaucoup de cultures. Il y a beaucoup d'arachides, beaucoup de mil, beaucoup de niébé. Donc, on est dans la transformation des céréales. Nous réussissons à transformer ces graines en produits finis qui peuvent durer presque 6 à 1 an. Depuis 2011, on est dans la transformation. On est plus de 300 femmes. C'est un GIE départemental. Je demande aux femmes, surtout, de chercher un métier. Le métier, c'est l'épanouissement d'une famille. Si chaque femme s'active pour avoir des revenus, pour consolider la paix dans sa maison, ça serait une très bonne chose. Donc je lance un appel aux femmes de venir vers les transformatrices. C'est un métier, c'est un nouveau métier, mais c'est un métier d'avenir. La confiance que la RTS a envers les femmes n'est plus à démontrer. Elles occupent des places importantes dans les instances de décision. Le DG Racine Talla, dans sa politique, a fait une part belle aux femmes. Parce que les directions sont occupées pour la majeure partie par des femmes. Et c'est des instances de décision. Donc aujourd'hui, les femmes peuvent être fières. Les femmes sont compétentes. Parce que tous les combats qu'elles mènent, elles les gagnent. Elles sont organisées, elles sont pratiques. Vraiment, c'est ce que le DG a compris et a fait confiance à ces femmes-là. Et c'est quand même une première, je crois, dans l'histoire de la RTS. Cette journée dédiée aux droits des femmes est une occasion pour rendre hommage à ces braves dames qui s'activent quotidiennement dans le développement social et économique du pays. Jouer au PMU devient chose facile pour les parieurs. Rendez-vous sur Play Store et téléchargez l'application PMU Sénégal. Créez un compte en remplissant la fiche d'identification. Avec Wave ou Orange Money, rechargez votre compte PMU Sénégal au menu à droite de votre application. Pour jouer, cliquez sur la tête de cheval pour le téléchargement des nouvelles données de course. L'icône programme vous permet la consultation des programmes de course à travers l'icône parier ici. Accédez aux différentes offres de PMU. Pour élaborer votre combinaison, appuyez simplement sur les numéros de chevaux partants. Cochez CC pour la combinaison complète. Le calcul du coût de la combinaison se fait automatiquement par l'application et le paiement intervient sur un simple clic du bouton valider. L'icône image de la course permet de visualiser les courses en direct sur votre smartphone ou ordinateur. L'icône cagnotte vous affiche la cagnotte du jour. Une notification vous informe de la publication des résultats et des montants payés pour chaque type de pari. L'icône mes combinaisons enregistre et affiche vos combinaisons. Elle vous permet aussi de modifier vos combinaisons avant la course et de voir vos gains à la publication des résultats et des rapports. La rubrique journal d'information vous informe sur l'actualité de la LONASE et les événements spéciaux. PMU Sénégal est aussi accessible par Internet. Tapez simplement sur votre navigateur pmusénégal.sn. Avec l'application PMU Sénégal de la LONASE, jouer au PMU reste une affaire de grand. Jeu interdit aux moins de 18 ans. mbokk yi agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ñu gën ko xam ci ARP le ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram sas yoonal garab ak bépp liggéey bu laal ci garab fii ci sunum réew bokk na ci ay wareefam saytu bépp garab ba mu leer ne baax na balaa ko askan wee jëfandikoo ARP dina topp tamit ñiy jëfandikoo garab yi ngir ku ci am lu la jaaxal ñu mën cee indi ay saafara kon nañu jëfandikoo suñuy garab ni mu waree te ku ci nemmeeku lu la jaaxal nga dem kër docteur wala pharmacie bu la gën a jegeñ te doole ci yëgal ko ARP jaarale ko ci site webam www.arp.sn wala nga woote ci 33 868 11 27.
À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre la Journée internationale de la femme ce vendredi 8 mars 2024 à partir de 9h sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Placé sous le haut patronage de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et sous la présidence effective de Dr Fatou Diané Gueye, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, cette journée sera marquée par un panel de haut niveau avec des femmes leaders sur le thème national « Participation politique des femmes, levier de consolidation de l'état de droit et de cohésion sociale ». Ce sera également l'occasion de rendre hommage aux anciennes ministres chargées de la femme pour leur contribution significative à la promotion des droits des femmes. Nous sommes en direct, vous le savez, c'est la journée internationale des droits de la femme que nous célébrons également sur la matinale ce matin. On referme le magazine maintenant en interrogeant pour vous Axila, 3 ans après. Elle est de retour sur le plateau de la matinale, évidemment, pour revenir sur son actualité musicale et son engagement également. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. À l'une. Voilà, j'aimerais dire Axila, Exina. C'est vrai, on peut jouer sur le mot. Oui, Axila veut dire axile, en fait. Ah oui. Et le A, c'est juste Afrique. Oui. À travers ma présence, ma philosophie, j'espère représenter en tout cas l'Afrique aussi dignement. Voilà. Voilà, vous auriez pu venir un autre jour, mais vous avez préféré attendre le 8 mars pour venir, pour démontrer encore une fois votre engagement, marquer votre engagement pour une meilleure avancée de la condition, des causes, de la cause féminine, ici au Sénégal et un peu partout, bien sûr, à travers le continent. Alors, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui explique cet engagement de Axila pour cette cause-là, qui est la condition féminine? Être une femme, déjà, c'est porter le monde. Et être une femme au Sénégal, c'est quand même un combat de tous les jours. Et ça, c'est ma première motivation. Les gens disent que je suis féministe. Je ne suis pas féministe. Le féminisme, quand même, je vais le définir, c'est juste un extrémisme qui permet de rétablir des équilibres. Et moi, j'adhère à... Si je peux me définir, je pense que j'adhère à un courant, parce qu'il y a plusieurs courants féministes. Moi, je travaille sur le féminisme africain, qui est quand même différent du féminisme afro-américain et occidental, parce que nos sociétés ne sont pas pareilles et nous ne pouvons pas calquer une société sur une autre. Et le féminisme africain a plusieurs courants. Il y a le stiwanisme, il y a le féminisme de l'escargot, qui la femme se cache pour gagner sa liberté. Il y a le fémalisme, mais moi, j'adhère, même si je ne suis pas féministe. Je pense que quand je me suis compris dans ma philosophie, comment je pense que je m'approche à ce qu'on appelle le maternisme, et ce dont on a parlé tout à l'heure. Le maternisme, c'est juste un courant de rétablissement des règles sociales pour que l'homme et la femme aient les mêmes droits au sein de leur société et qu'il y ait une compassion et une vie dans l'harmonie, dans le bien des enfants, dans le bien du couple et dans le bien de la société. Sans radicalité dans le combat. Sans radicalité dans le combat. Comme le font, par exemple, les femmes, voilà, les Pussy Riots, je crois, en Russie, par exemple. Voilà. Moi, j'adhère pas à une forme de féminisme comme ça, puisque je suis africaine et ma culture n'est pas comme ça. Par contre, je peux aller très loin dans ma pensée, parce que je trouve que le fondement de cette société est quand même calqué sur une religion ou plusieurs religions qui imposent quand même des choses difficiles à porter pour les femmes, et notre propre coutume que nous endossons. Même si souvent on fait dire à la religion des choses qu'elle n'a jamais dites. Aussi, parfois c'est des interprétations. Justement, c'est à ça que je travaille. Voilà. Moi, je travaille dans les textes sacrés. Et je puise dans les textes sacrés des choses que les gens ignorent. C'est ça. Et c'est à ça... Tout à l'heure, vous avez vu Walu Jigéen, le clip que je viens de sortir ce 8 mars pour vous, et qui parle, c'est la part des femmes. Et justement, là, vous voyez une femme qui est mariée, et cette femme, qui elle est? Elle a porté le Messie. Et moi, j'ai une culture chrétienne.
le Messie qui il est. C'est quelqu'un qui est venu amener de la paix pour le monde. Et c'est un homme. Mais il est passé par qui? Il est passé par une femme. Et cette femme, si elle n'avait pas de valeur, elle ne serait pas là. J'ai puisé aussi dans ce qu'on appelle, dans les textes de proverbes, qu'on appelle en Wolof Kaddu yu xelu yi. Et dans ces textes, il y a ce qu'on définit une femme qui se lève le matin, qui travaille, qui nourrit sa famille de la sueur de son front et qui achète des terrains. Donc, ce n'est pas une femme au foyer. Et c'est des textes qui datent de milliers d'années. C'est des femmes qui travaillent. Donc, c'est une femme qui travaille. C'est une femme qui ne dépend pas de l'homme. Ça aussi, j'aimerais le rappeler. J'aimerais rappeler aux femmes que l'on ne peut pas dépendre d'un homme, tout attendre de lui et gagner son respect. On est des êtres humains à part entière et chacun doit pouvoir gagner son pain et le respect de l'autre dans un équilibre et une harmonie sociale où des enfants pourraient naître dans une vie très harmonieuse. Et si on prend l'histoire également du prophète chez les musulmans, sa première épouse, Khadija, elle était sa patronne, on peut le dire, elle était chef d'entreprise. Exactement. Donc voilà un équilibre. Donc on prête à la religion alors des choses qu'elle ne dit pas. Forcément. Et donc moi, cette chanson parle au fait de ça. Si vous prenez de la religion pour nous mettre un fardeau, pour nous imposer une vie que l'on ne peut pas vivre, qu'on ne choisit pas, moi je dis non, je vais aussi aller voir les textes et voir ce que les textes ont dit et je ressors la vérité et je mets sur la table et je dis maintenant on parle de ça. Et quand on aura réglé les problèmes socioculturels, les problèmes religieux, on pourra attaquer le droit parce que là, le législateur, il aura un chemin. Mais le législateur ne peut pas avoir un chemin dans une société qui est bourrée, qui n'entend pas et qui ne veut pas évoluer. Et c'est là aussi où vous avez votre partition à jouer finalement, Axila, et c'est tout le sens que vous donnez justement à votre musique et aux textes que vous chantez, c'est ça? Exactement. Moi, mes textes, vraiment, sont des textes qui ne sont pas... Je ne fais pas une musique pour faire de la musique. Il y a un engagement. J'ai un engagement. Au départ, je viens du droit aussi. Et j'ai fait des études de droit, oui. Et voilà. Et au fait, la musique, c'est juste pour moi un moyen d'exprimer au fait, ce qui pourrait alléger la vie des femmes. Parce que quand même, je suis une femme. Et je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous raconter quelque chose. Autant que j'étais étudiante, une fois, j'avais pris un taxi, comment on dit ça, covoiturage. Un covoiturage, d'accord. Et j'avais pris ma place devant. Moi, j'adorais les places d'avant parce qu'il n'y a personne qui te dérange. Et il y a un monsieur qui est arrivé, il a voulu que j'aille derrière. Ah oui. J'ai dit non, moi je reste ici. Et ça, encore pire, une fois, j'avais pris ma place à la fenêtre, devant il n'y avait plus de place. Et le monsieur, comme il y avait une autre femme, il n'a pas voulu se mettre entre nous. Parce que pour lui, c'est dévalorisant de se mettre entre nous. Et en plus, il voulait l'air. Moi, je ne mérite pas l'air. Hein. C'est lui qui mérite l'air. Et au fait, ce jour-là, j'ai dit, mais au fait, c'est un combat, au fait, sur tous les détails. Je suis musicienne et je suis compositrice. Et tous les jours, je suis obligée de rappeler que c'est ça que je veux. Je l'ai composé. Je sais ce que j'entends dans ma tête et c'est ça que je veux. Et je dois travailler et je dois être d'arrache-pied pour avoir vraiment ce que moi je veux pour ne pas faire ce que les autres musiciens et autres veulent. Bien sûr, j'ai de la chance d'être accompagnée par des gens merveilleux et des hommes. Moi, j'ai vécu avec un papa qui était extraordinaire et qui me disait tous les jours, moi, à 9 ans, je savais que je voulais un mari qui me comprenne et un mari qui me laisserait vivre ma vie. Ça, je l'ai compris à 9 ans. Et mon père... Vous avez trouvé ce mari? J'ai trouvé ce mari. Ah, machallah, il est tout de lui, hein. Alors. On va finir sur l'album, sur le projet Jigen, qui est donc sorti aujourd'hui, exclusivité pour la RTS et pour la matinale. On a vu tout à l'heure le clip. Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la promotion de ce clip finalement et de cette chanson que vous offrez, hein, vous l'avez dit, à toutes les femmes?
Donc ce soir, nous allons faire une grande consécration, un concert pour les femmes de la... Vous avez parlé des femmes rurales. Moi, je viens de Yen, de Toubab Dialaw, c'est là où je vis. Je connais très bien les femmes dont vous parlez. Et pour ces femmes, j'offre au fait l'occasion de venir à la Wallonie, la délégation Wallonie-Bruxelles ce soir à 19h. Les femmes de Malika, les femmes de la banlieue, de Pikine, de partout. Parce que moi, je travaille dans les couches qu'on ignore. Ma musique, ce n'est pas forcément pour une certaine élite. Moi, j'aime bien aller chercher les gens qui n'ont pas droit à la musique. J'ai joué dans la rue parce que j'aime vulgariser ce que l'on garde pour les riches, ce que l'on garde pour les privilégiés. Moi, je le donne à tous. Voilà. Merci, bravo, félicitations pour votre engagement, Axila. Ouais. Et merci d'avoir choisi la matinale Quinqueliba, justement, pour ce nouveau projet-là. À Lyon, on s'achemine tout doucement vers la fin de l'émission, de ce numéro. J'ai même pas envie de dire de cette saison parce que le ramadan démarre dès lundi déjà et vous le savez, pendant le ramadan, votre matinale Quinqueliba observe une pause parce que pendant le ramadan, on ne parle pas de petit déjeuner, pas de déqui. On jeûne. Et ça coïncide aussi avec le carême finalement. Il faut huiler aussi la machine, parce que Quinqueliba c'est une machine sans arrêt, non-stop, presque 11 mois sur 12. Et donc, c'est normal. C'est une période pour nous de réflexion également, de prière. Et nous vous présentons justement à l'occasion nos meilleurs vœux et que cette période véritablement puisse permettre à chacun de nous de se rapprocher davantage du divin. N'est-ce pas, Ibou? Absolument. L'être, le divin, Dieu nous recommande de faire ce jeûne. Les médecins nous recommandent de faire ce jeûne, ce carême. Ça permet d'épurer, de relancer la machine biologique et surtout au niveau mental. Parce que ça nous permet une ressource mentale inouïe, de se confronter en réalité avec soi-même. Est-ce que je suis capable de m'abstenir d'un droit? C'est ça. Est-ce que je suis capable de vivre en communauté? Parce que les mosquées sont plus remplies, les églises sont plus remplies, la bienveillance elle est plus pleine. Continuons comme ça. Et comme je le dis tout le temps, malgré tout, vous voyez le nombre de raisons pourquoi on doit rester ensemble. C'est énorme, c'est illimité. Restons ensemble et que tout le monde passe une bonne fin de carême et un bon début du ramadan à nous tous. Oui, tout à fait. Le ramadan, c'est aussi l'occasion de célébrer les braves femmes qui, après de dures journées de travail, doivent encore préparer le ndougou pour toute la famille finalement. Oui, et les hommes doivent aider. Vraiment, les hommes doivent aider parce que quand on a... Oui, moi, je m'occupe du pain. Oui, je me rappelle l'année dernière, il y a eu un débat qu'une femme a suscité un peu sur Facebook. Et il y a beaucoup de femmes qui étaient là à dire, oui, mais nous, ça nous fait plaisir. J'ai dit, mais moi, ça me fait plaisir de préparer le ndougou pour mes oncles, la grande famille, là où je vis à Ziguinchor. Mais je ne refuserai pas une aide, franchement. Parce que oui, nous allons au travail comme vous, nous avons jeûné, nous revenons, nous sommes fatigués. Donc forcément, nous avons besoin d'une aide. Donc il faut que vraiment tout le monde s'y mette. Alors, on arrive à la fin de l'émission parce qu'il est déjà 8 heures passées. Très rapidement, on conclut. Très rapidement, oui. Juste pour rappeler, comme je l'ai dit, que le collectif Autorité parentale Sonuité est donc né en vue de sensibiliser aujourd'hui, de mener un plaidoyer sur la nécessité de revoir les dispositions sur l'autorité parentale pour l'intérêt des enfants et la stabilité des familles. Et donc, à l'occasion du 8 mars, le collectif compte organiser demain, samedi 9 mars, un rassemblement pacifique pour se faire entendre et suivre la réalisation de ces objectifs. Et l'objectif général du collectif, c'est de contribuer à la révision des dispositions discriminatoires à l'égard des femmes contenues dans le cadre du Code de la famille sénégalaise. Très bien. Merci. Donc, nous invitons tous demain à Sacré-Cœur 3, au terrain de Sacré-Cœur 3. Très bien. Pour un sit-in. Nous invitons tout le monde et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier et de féliciter tous les membres du collectif qui sont très engagés. Et nous ne comptons pas seulement nous limiter à une activité du 8 mars. Nous comptons travailler sur la durée, voilà, même dans les régions durée, également. Un plan d'action très bien. à suivre, voilà, très bien. La durée. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de la matinale. Axila, merci. Bon vent, bonne continuation également à vous. Nous, on fête ce matin toutes les femmes, bien évidemment, Journée internationale de la femme. Une pensée particulièrement pour celle de la RTS, la FABES. Une pensée encore plus particulière pour celle de la matinale Quinqueliba et qui se réveille aux aurores pour vous accompagner. Il y a bien sûr Adama,
Eva, il y a Anta, il y a... Ah non, là c'est moi. Les chroniques au quotidien qui sont avec nous dans l'équipe de la matinale, celles que vous ne voyez pas de l'autre côté également. À la régie, ah là c'est tout mané. À la régie également, il y a Cathy Barra, il y a Awa la maquilleuse, il y a Khadi qui était avec nous tout au long de cette semaine, les équipes de cadreurs également et de cadreuses finalement. Voilà Fatou Mbissine Diop, Laura, bien évidemment dans cette équipe également. À toutes ces femmes, on souhaite une excellente célébration et que cette journée nous permette de changer et d'avancer davantage sur les conditions et les droits des femmes. C'est fini pour ce matin. Merci de nous avoir regardés et vous rappelez que la campagne électorale débute le 9 mars 2024 à 0h pour se terminer le vendredi 22 mars 2024 à minuit. Prenez soin de vous. Excellent Ramadan à toutes et à tous. On vous retrouve très vite avec le même plaisir pour d'autres sujets à débattre sur la matinale. Au revoir et à très bientôt. Et que la paix règne. La paix surtout. Sur le Sénégal. Allez, on y va. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line.